Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais évidemment saluer les élus, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants d'agences, directrices, directeurs, toutes les sommités scientifiques qui sont là et qui ont fait le déplacement souvent de très loin. Et puis surtout, je voudrais saluer le public parce que vous ne le réalisez peut-être pas, mais c'est exceptionnel. Je crois que c'est quasiment historique, non seulement qu'il y ait un colloque scientifique de ce niveau, mais qu'il soit ouvert, enregistré, en ligne. Je pense que c'est une étape extrêmement importante dans la transparence nécessaire voulue par le président de la République dans son discours il y a 15 jours en Martinique. Et j'ai eu l'honneur de l'accompagner et de l'entendre en direct sur cette exploitation agricole fortement contaminée dans laquelle de nouveaux types d'agriculture étaient mis en place. Je pense qu'on est aujourd'hui à un tournant. Le président de la République nous a fixé un cap, une stratégie sur la durée, parce qu'il faut bien rappeler que le drame de la chlordécone est un drame exceptionnel et une atteinte environnementale durable. Et donc il faut une stratégie sur la durée. Et c'est une étape majeure que d'avoir eu ce discours fort du président de la République, mais aussi ce colloque scientifique de haut niveau avec des chercheurs vraiment d'abord d'origine internationale, et on voit bien que des réseaux se mettent en place, des collaborations se mettent en place entre des équipes françaises, des équipes étrangères, et c'est très important. Et donc, je ne peux que me féliciter du niveau de ce colloque et surtout de la production de connaissances qui en a résulté, avec des débats extrêmement riches et ouverts. Il se trouve que je suis à la fois pilote avec l'outre-mer du plan national chlordécone, mais aussi en charge de la prévention, de la priorité prévention qui a été fixée par le président de la République et rappelée par le Premier ministre lors d'un comité interministériel pour la santé, c'est-à-dire finalement un conseil des ministres entièrement tourné sur la santé. Et donc nous devons tous ensemble, toutes les citoyennes et tous les citoyens français, nous mobiliser dans des actions de prévention pour faire de la prévention en santé une priorité, pour promouvoir la santé et pour agir sur l'éducation à la santé. Donc on va vous présenter évidemment le plan national. Ce que je voulais dire, c'est que, comme l'a dit Monsieur le Préfet, l'ensemble des services de l'État sont totalement mobilisés sur ce sujet majeur qui est le sujet de la chlordécone. Nous devons co-construire la confiance nécessaire, et ça passe par la transparence totale sur le plan chlordécone dont le bilan est disponible, sur les documents officiels relatifs à la chlordécone qui sont sur le site chlordécone-info.fr, sur les résultats des prélèvements, sur les résultats de la cartographie, sur les résultats des analyses de l'eau qui sont disponibles là aussi en ligne, et c'est très important de le rappeler. Donc il y a une obligation de transparence vis-à-vis de nos concitoyens, et puis bien sûr il y a des débats, et on va le voir cet après-midi, et c'est extrêmement important d'avoir ces débats tous ensemble. Sur la stratégie en termes de santé publique et de protection de la population, je voudrais passer quelques messages extrêmement brefs issus de ces 2 jours de présentation scientifique. Si on veut protéger efficacement la santé, il faut déjà protéger les femmes enceintes et les jeunes enfants. Je pense que ça, c'est un message extrêmement fort. On peut aujourd'hui se protéger d'une exposition alimentaire par la chlordécone. Il y a la mobilisation des services de l'État, il y a le renforcement des contrôles. Et donc, c'est un message quand même de confiance à faire passer sur la qualité des contrôles mis en place par l'État. Deuxièmement, il y a des moyens de faire de la prévention, de l'éducation. Et donc, on renforce fortement le programme Jardins familiaux, jardins créoles contrôlés, accompagnés. Je pense qu'il faut vraiment susciter de l'intérêt de la part des Antillaises et des Antillais sur ces programmes, de la même façon qu'on renforce l'accompagnement périnatal. Et là encore, il y a une inquiétude des futurs parents sur les conseils à suivre et les repères à adopter pour mener à bien une grossesse dans les meilleures conditions. Troisièmement, il faut parier sur les futures générations, et donc il faut faire de l'éducation auprès des plus jeunes. Le préfet l'a rappelé, en milieu scolaire, évidemment au collège, au lycée, à l'université, mais tout le monde doit entendre parler de la chlordécone, comprendre quelles sont les questions scientifiques encore à trancher, quels sont les éléments dont on dispose en termes de connaissances scientifiques, et partager l'ensemble des connaissances, en particulier en utilisant une nouvelle mesure phare
prévu par le président de la République, annoncé dans son programme présidentiel, qui est la création du service sanitaire qui se met en place aujourd'hui à la rentrée universitaire, avec tous les étudiants des professions de santé qui vont être amenés à mener des actions de promotion de la santé vis-à-vis des publics les plus fragiles, dans les zones vulnérables et vis-à-vis des enfants. Donc je pense qu'il faut qu'on s'appuie là-dessus. Quatrième point, la communication qui est fondamentale. On nous a fait la critique, et elle est tout à fait légitime, qu'on n'était pas suffisamment informés des actions de l'État, de tout ce qui se mettait en place. C'est tout à fait juste, et donc on va évidemment accroître cette communication, en particulier avec Internet, puisque tout est aujourd'hui disponible sur Internet. Vous avez aussi les plaquettes du plan chlordécone qui sont disponibles, bien sûr, auprès des pouvoirs publics. Il y a un rôle majeur des élus, donc, que je resalue à cette occasion, et des collectivités locales pour mettre en place concrètement sur le terrain toutes les actions que l'État propose. Et je pense que c'est vraiment très important d'avoir le soutien des élus et d'avoir le soutien des associations. On en a vu beaucoup ces 2 derniers jours. Les associations ont un rôle clé à jouer pour accompagner nos concitoyens dans des actions concrètes de terrain. J'ai entendu un certain nombre de messages ou de questions au cours de ces 48 heures, notamment des inquiétudes sur l'eau en bouteille ou l'eau potable communale. Je tiens à vous rassurer tout de suite, évidemment, pour l'eau en bouteille ou pour l'eau du robinet, les contrôles sont faits, les contrôles sont les mêmes ici qu'en métropole, et les contrôles portent évidemment sur la présence de chlordécone. Je crois qu'il y a une alerte aujourd'hui en Guadeloupe, ça prouve bien que quand on trouve de la chlordécone, on signale immédiatement qu'il y a de la chlordécone et les autorités ferment le circuit d'eau. Ça arrive ici comme en métropole, lorsqu'il y a une contamination chimique, physique, microbiologique. Donc c'est extrêmement contrôlé et je tiens à vous rassurer sur l'eau. Enfin, sur les polémiques qu'il y a pu y avoir, je dirais que le message il est simple vis-à-vis des Antillaises et des Antillais. L'exposition à la chlordécone, elle doit être la plus basse possible. Donc c'est vraiment le message qu'il faut faire passer. Il y a des moyens de se protéger, les circuits formels sont contrôlés, les circuits informels, on peut aussi proposer des actions de sécurisation, et donc on vous encourage fortement à sécuriser ces circuits informels. Et puis il y a le principe de précaution, et en particulier pour les femmes enceintes, il faut éviter de s'exposer accidentellement à une alimentation contaminée par la chlordécone lorsqu'on est dans un désir de grossesse ou lorsqu'on est au cours d'une grossesse. Donc vous voyez un certain nombre de messages comme cela. Et puis j'ai aussi des messages positifs. Je dirais que j'ai entendu beaucoup de demandes d'explication, et c'est très bien parce que la pédagogie est indispensable, mais surtout de demandes de participation. Et je pense que votre présence en nombre aujourd'hui le démontre. Les Antillaises et les Antillais veulent participer à des actions sur la chlordécone, que ce soit des actions d'éducation, des actions de terrain, et on peut même faire de la recherche, tous ensemble. C'est très important quand les citoyens se mettent à faire de la recherche, à collecter des données, à participer à une intervention. C'est quelque chose d'assez nouveau, parce que les chercheurs, jusqu'à maintenant, ils étaient plutôt dans l'entre-soi. Mais en tout cas, c'est extrêmement utile parce qu'on obtient une adhésion d'un seul coup des citoyens aux questions scientifiques. Et donc, plus on pourra favoriser le dialogue entre les autorités de l'État, les décideurs, les scientifiques et la population, plus on avancera tous ensemble vers la recherche de solutions pour l'avenir et pour protéger les générations de demain. Je vous présente très rapidement le plan, si on peut avoir le PowerPoint qu'on avait prévu. Il est enfin disponible. Donc, pour vous démontrer la mobilisation des services de l'État, on en est au 3e plan d'action national sur la chlordécone. Donc vous voyez que le premier plan est en 2008. Vous savez que l'alerte date de 99-2000 avec des plans locaux, puis l'intégration de la préoccupation chlordécone dans le plan national santé-environnement et l'élaboration de plans nationaux dès 2008, puis 2011, puis ce 3e plan qui est en vigueur depuis 2014 et qui se termine en 2020. Mais bien entendu, il y aura une stratégie renforcée, une stratégie concertée à proposer tous ensemble pour l'après-2020. Les grands objectifs, vous les connaissez, améliorer la qualité de vie, c'est fondamental avec l'information, réduire l'exposition des populations et protéger les plus vulnérables, poursuivre et amplifier les actions de recherche. On a besoin de tous les acteurs de la recherche. On a noté en particulier une faible participation de ce qu'on appelle les sciences sociales et humaines, qui sont évidemment un champ gigantesque, qui embrasse tous les comportements, les ressentis, les réactions des populations. C'est des sciences fondamentales aujourd'hui pour comprendre ce qu'il se passe face à un phénomène comme la chlordécone. Et donc, on sera très attentif
Je salue ici les représentants des 2 alliances de recherche que sont Alenvie et Avison, c'est-à-dire les alliances sur la vie et la santé et les alliances qui concernent les acteurs autour de l'environnement. Et il y aura évidemment à convaincre aussi les acteurs d'Athéna, donc cette 3e alliance qui concerne les sciences sociales et humaines, de s'investir encore plus dans la préparation du 4e plan. Un point sur le budget. Oui, donc alors le 3e plan chlordécone, je rappelle les 2 premiers 2008-2010, le 2e 2011-2013 et le 3e, on y est en ce moment, plus long, calqué un petit peu sur la programmation européenne, 2014-2020. Le plan chlordécone, c'est 21 actions. Vous avez le détail de toutes ces actions et leurs bilans qui sont publics. Vous les trouvez sur le site du ministère de la Santé et sur le site du ministère des Outre-mer. Donc tout ce qu'on va vous présenter est accessible publiquement de manière plus détaillée. Le 3e plan chlordécone, c'est 28,5 millions d'euros de participation de l'État. C'est 6 ministères, donc les 2 ministères pilotes, ministère de la Santé et ministère des Outre-mer, mais aussi le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Écologie et le ministère de la Recherche. Donc 2 territoires, 2 agences régionales de santé, et puis tous les partenaires locaux, car il y a des COPIL nationaux au niveau parisien avec toutes les administrations centrales, mais il y a aussi des groupes de pilotage locaux sous la présidence des préfets qui, eux, regroupent tous les acteurs, y compris les associations, qui peuvent s'exprimer afin qu'il y ait une totale transparence sur le plan. Alors ce plan, rapidement, c'est plus de 15 000 analyses de sol qui ont été faites pour essayer de cartographier le territoire. Cette cartographie, elle n'est pas terminée, vous le savez, mais on a pris des engagements pour que cette cartographie soit complète dans les 2 à 3 ans qui viennent. C'est plus de 2500 contrôles par an qui sont faits par les services de l'État localement sur le terrain. Est-ce que je n'ai pas sauté une diapo là? Non, c'est bon. Ok. Ça, c'est la santé. Bien. Voilà. Sur l'axe 1, donc protéger et prévenir, l'objectif principal, je vous rappelle, c'est réduire l'exposition alimentaire de la population, prévenir les effets sur la santé, accompagner les agriculteurs, et on pourra vous en reparler s'il y a des questions, pour la production de denrées adaptées à la situation de leur terrain, car on peut cultiver en fonction du terrain. Améliorer la cartographie et publier la cartographie. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est effectivement en ligne et c'est un engagement aussi du président de la République que d'accroître les connaissances sur la cartographie des zones encore non connues. Accompagner les particuliers, et j'insiste sur le fait que grâce au soutien du directeur général de l'ARS, on va renforcer encore ce programme JAFA, c'est-à-dire de jardins familiaux où il n'y a pas que des prélèvements de sol, mais tout un accompagnement familial sur la création d'un jardin créole de qualité et sûr pour toute la famille. Déployer des programmes de prévention en santé, et donc il y a évidemment les programmes d'éducation, des programmes de promotion, de prévention en santé, mais surtout des programmes adaptés au public, en particulier vis-à-vis des jeunes et en particulier vis-à-vis de la période à risque, qui est la période de périnatalité. Informer la population sur les recommandations, sur les gestes, les bons gestes à adopter tous ensemble pour se protéger au maximum et prendre des mesures de gestion adaptées. On a parlé de la surveillance ou de l'interdiction de certaines zones de pêche ou des retraits de denrées contaminées. Alors, les contrôles qui sont faits, ce sont des contrôles qui sont faits sur les terrains par les services de l'État. Les contrôles concernent les aliments, l'eau, les sols et les zones de pêche. Alors, il y a évidemment des conséquences, puisque vous savez qu'il y a pratiquement 30% des zones côtières qui sont interdites de pêche en Martinique et en Guadeloupe. Tout ceci afin de garantir la sécurité sanitaire de la population, et les taux de conformité que l'on observe dans les contrôles qui sont faits par les services de l'État sont de plus de 95%. Ces contrôles, je le rappelle, ce sont des contrôles qui sont faits sur les circuits qui sont connus des services de l'État, sur lesquels des contrôles officiels peuvent être faits. Comme l'a rappelé le professeur Salomon, il existe d'autres sources d'approvisionnement pour la population, qu'on appelle les circuits informels, qui ne font pas l'objet de contrôles officiels. Ce que nous disent les agences,
c'est qu'actuellement, l'exposition de la population, elle est majoritairement due aux circuits informels. Circuits informels, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire les circuits illégaux. Il y a les circuits illégaux, mais il y a aussi tout le mode d'approvisionnement traditionnel et culturel que l'on trouve aux Antilles et qui n'est pas question de remettre en cause. C'est les pratiques d'autoconsommation familiale ou d'échange entre voisins, entre familles, d'une production familiale, et ceci n'est évidemment pas illégal. Par contre, ce que nous disent les agences, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce mode d'approvisionnement qu'il est principalement responsable de l'exposition de la population, et peut-être qu'au travers du plan 4, il faudra qu'on accentue notre action en cette direction. Comme l'a dit le professeur Salomon, on sait faire, on sait autoriser et construire un mode de production familiale qui va pouvoir donner à la population des aliments sains. Mais faut-il encore que ces personnes se rapprochent de nous, hein, et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle effectivement les produits Jaffa. Mais parallèlement à ça, le président de la République a dit qu'on devait aller vers le zéro chlordécone. Alors zéro chlordécone, on sait très bien qu'aujourd'hui, on n'y est pas, et que même on n'y est pas dans beaucoup de produits pesticides. Il existe des LMR, il y a beaucoup de denrées sur lesquelles on n'est pas à zéro. Simplement, on essaye d'aller le plus bas possible. La particularité de la chlordécone, c'est que ce n'est pas un produit autorisé. Donc normalement, on n'utilise pas les LMR pour les produits interdits. C'est un polluant de l'environnement, et donc l'ANSES, dans son dernier avis, propose une nouvelle approche, hein, que nous allons devoir développer aussi dans le plan numéro 4. C'est, compte tenu de la situation très particulière des Antilles, comment aller vers le taux le plus bas possible. Et ceci va aller de pair, néanmoins, avec un renforcement des contrôles. Parce qu'il faut de l'accompagnement, mais il faut aussi des contrôles. Et les contrôles, il y en a beaucoup, mais dans le plan 4, nous allons encore les développer. Alors sur un sujet évidemment majeur qui est celui de la surveillance de la population, de la surveillance de l'état de santé de la population et des effets sanitaires de la chlordécone, il y a énormément d'études et je félicite les chercheurs qui sont dans la continuité de la surveillance. Il y a des études très récentes que vous avez vues publiées et qui sont en tout cas disponibles si vous le souhaitez, qui sont notamment les études Canaries, menées par l'ANSES et par Santé publique France sur l'imprégnation, l'exposition, les sources d'exposition. Il y a toutes les études en population qui utilisent des registres. Aux Antilles, on a des registres de malformations, on a des registres de cancer, on a des cohortes qui sont des grands outils épidémiologiques qui permettent de surveiller la population en les accompagnant. Et donc, ce n'est pas du rétrospectif, c'est du prospectif. On inclut les personnes et on les suit pendant des mois, des années. C'est extrêmement utile pour fournir des connaissances de qualité, notamment sur des questions scientifiques majeures que vous avez sur y a-t-il un effet de la chlordécone sur la fertilité, y a-t-il un effet de la chlordécone sur certaines malformations, y a-t-il un effet de la chlordécone sur les femmes enceintes, sur les enfants. Donc toutes ces questions obtiennent des réponses et on les donnera évidemment autant que vous le souhaitez sur différentes pathologies grâce à ces outils qui vont évidemment demeurer ici aux Antilles. Et puis on accompagne les populations impactées pour tout ce qui est prise en charge, évidemment, et accompagnement de certaines pathologies. C'est absolument fondamental et c'est ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national. De la même façon, puisque c'est un drame environnemental, il faut qu'on ait un lien entre l'exposition et la surveillance de l'environnement pour avoir le maximum d'informations de cette cartographie active qui est en cours de constitution et qui est un outil très utile. Et de la même façon qu'il y a des réseaux d'analyse présents sur les territoires et qu'on a maintenant un objectif, qui est désormais dans la loi d'ailleurs, de modernisation de notre système de santé, la loi de 2016, qui est ce qu'on appelle de définir un exposome. C'est un objectif, mais c'est dans la loi. Ça concerne évidemment tous les citoyens français. C'est comment on caractérise notre exposition à toutes sortes de facteurs alimentaires, environnementaux, pour définir cette exposition et faire le lien éventuel entre ces dizaines, centaines, milliers de facteurs qui peuvent influer sur notre santé et éventuellement la survenue de pathologies. Donc il nous faut enrichir les connaissances, ce colloque qui a vraiment contribué. Les travaux se poursuivent, évidemment, sur les impacts sur la santé. L'exposition de la population, elle est mesurée aujourd'hui avec des enquêtes alimentaires, mais aussi avec des enquêtes d'imprégnation, comme faites par Santé publique France. On s'intéresse évidemment, parce que c'est une cible prioritaire, parce que c'est une population qu'il faut protéger, au développement de l'enfant.
Donc il y a des cohortes, notamment la cohorte Timoun qui se poursuit. On était chez les tout petits, on est arrivé à 7 ans. On va bientôt avoir des données sur les enfants à l'âge de la puberté. Et puis sur le risque de cancer, on a la chance d'avoir le président de l'Institut du cancer qui vous donnera évidemment des renseignements beaucoup plus précis sur la situation des cancers aux Antilles, et puis sur la question importante, évidemment, pour les Antillais, qui est la question du lien entre l'exposition à la chlordécone et la survenue de cancer de la prostate. L'impact sur l'environnement, c'est un champ dans lequel on peut aussi maintenir beaucoup d'efforts. Quels sont les effets sur l'environnement au sens large, les milieux, et aller beaucoup plus loin encore sur les méthodes de remédiation. Alors, dans le plan chlordécone 3, nous avons développé tout un axe sur l'accompagnement des acteurs économiques directement impactés par la pollution à la chlordécone. Alors, je pense en particulier aux pêcheurs, qui d'un seul coup, on leur a en gros interdit de continuer leur activité professionnelle, et en leur disant soit d'aller pêcher plus loin, soit de se reconvertir. Et tout ceci, évidemment, a nécessité un accompagnement. Cet accompagnement, il s'est fait en plusieurs phases. Il y a eu plus de 7,8 millions d'euros qui ont été mis à disposition dans les plans 1 et dans les plans 2 pour à la fois de l'indemnisation, mais aussi des aides à la reconversion professionnelle. Et puis, il y a dans le plan 3 plus de 3 millions d'euros qui sont consacrés. Donc, on en est à plus de 11 millions pour les pêcheurs. Vous savez aussi, même si ça ne fait pas partie du plan chlordécone, que désormais, il va être possible d'apporter des aides au renouvellement de la flotte. Et dans ce cadre-là, on pourra envisager la mise en place d'aides pour pouvoir aller d'avoir des nouveaux navires plus performants qui permettront d'aller plus au loin, aller pêcher des espèces qui ne sont pas contaminées par la chlordécone. Pour les agriculteurs, donc, il y a eu des accompagnements dans les plans 1, 2 et 3 afin, et ça a été bien débattu dans l'atelier agriculture, d'accompagner les agriculteurs sur la façon dont il faut procéder pour avoir et produire des aliments sains sur des sols qui sont contaminés. En particulier, et ça a été dit par les chercheurs, qu'il était possible de décontaminer les animaux, de même qu'on observe un peu ce même phénomène chez l'homme, où on constate qu'en l'absence d'exposition, eh bien, les taux de chlordéconémie ont tendance à baisser assez rapidement. Eh bien, chez les animaux, c'est pareil. Donc, toutes ces actions sont possibles. Là, on annonce que suite à de nouvelles données plus récentes, il va y avoir une baisse des LMR, et ces LMR dans la viande bovine vont évidemment avoir pour conséquence un impact pour les agriculteurs. Et donc ces agriculteurs seront accompagnés pour qu'ils mettent en place les mesures qui ont été développées par les chercheurs pour décontaminer les animaux, pour qu'une fois que l'animal arrive à l'abattoir, eh bien cet animal puisse être mis à la consommation. Et évidemment, ces mesures ont un coût, et c'est dans ce cadre-là que les agriculteurs seront accompagnés. Depuis 2008, on a déjà eu plus de 15 millions d'euros qui ont été consacrés à l'appui et à l'accompagnement du monde agricole. Et donc pour conclure, même si vous avez noté que ce plan est extrêmement vaste, je dirais que l'essentiel, c'est qu'on partage les informations sur ce plan. Donc la synthèse du plan, on vous l'a dit, est disponible. Les plaquettes sur le plan chlordécone sont disponibles. Plus globalement, tout ce qui concerne officiellement la chlordécone est aujourd'hui disponible sur le site chlordécone-info.fr. Il y a aussi les résultats des prélèvements d'eau, quelle que soit votre commune sur le territoire national, qui sont disponibles. Et de la même façon, l'ARS est évidemment à votre service si vous avez des questions spécifiques sur la qualité de l'eau. Le ministère de la Santé publie ses résultats, le site servicepublic.fr aussi. Plus globalement, on a eu beaucoup de questions sur l'état de santé de la population et sur les incidences de cancer. Et là encore, je vous encourage à vous tourner vers les sites officiels, que ce soit santépubliquefrance.fr ou i-cancer.fr, qui sont les sites officiels, probablement pas suffisamment consultés, avec énormément d'informations fiables, de données probantes, qui sont très utiles parce qu'on a besoin de s'informer
tous ensemble en tant que citoyens sur l'état de santé de la population. Voilà, c'est une présentation très brève du plan national. Ce que je voulais vous dire aussi, parce que c'est peut-être pas suffisamment su, c'est qu'il y a une coordination évidemment entre les administrations centrales concernées, mais il y a une très forte coordination entre les administrations centrales, le préfet de région qui pilote le plan au niveau local. Évidemment, on travaille en étroite collaboration entre ces deux traductions du plan, à la fois avec les actions du PIT et puis les actions nationales qui sont aussi nécessaires pour aller coordonner l'action de l'État. Ces comités de pilotage sont ouverts à de très nombreux représentants et aux associations. Donc l'idée est d'en faire vraiment un comité de pilotage très co-constructif, c'est le terme le plus adapté, je trouve, pour que le plan non seulement soit connu, soit cohérent avec les attentes des populations, mais surtout soit bien appréhendé par la population, parce qu'il faut que la population s'approprie ses propres demandes et ses propres actions. Sinon, on peut toujours décider d'actions qui n'auront aucun intérêt pour la population ou que la population pourrait ne pas accepter. Donc il faut vraiment qu'on soit dans ce dialogue permanent pour écouter les attentes, écouter les inquiétudes, entendre les idées qui sont souvent extrêmement pertinentes du terrain et adapter les actions des services ici aux Antilles et des services qui soutiennent l'action depuis Paris. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et puis évidemment on est à votre disposition pour l'ensemble des questions que vous aurez.